les deux. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Hi to everyone. Donc, comme le titre l'indique, un siècle d'activité en Abitibi, c'est-à-dire l'évolution spatio-temporelle des émissions atmosphériques de métaux de l'environnement. Dans l'environnement, en complément de ça, je pourrais ajouter que nos travaux vont porter sur la distribution et la mobilité des métaux, des métalloïdes, des éléments des terres rares dans divers environnements naturels de l'Abitibi, surtout autour de Rouyn-Noranda. Donc, notre équipe, prochaine diapo, s'il te plaît, Nicolas. Donc, notre équipe est composée de Josué, de Nicolas et de moi-même. Et on peut compter sur la précieuse collaboration de plusieurs personnes issues du ministère des Ressources naturelles, de plusieurs universités au Québec, de même que de beaucoup de mains de la communauté, des quelques communautés autochtones locales. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, depuis les travaux que la CGC a menés il y a 25 ans dans le cadre du programme Metals in the Environment, bien connu sous MEIT, les conditions ont changé avec l'évolution du parc minier et du contrôle des émissions de la fonderie Horn. À l'époque, l'étude des métaux abondants dans plusieurs matrices naturelles avait servi à établir, entre autres, que la déposition atmosphérique était beaucoup plus importante dans les 40 km autour de la fonderie Horn et que les vents dominants de l'ouest contribuaient à leur dispersion préférentielle vers l'est. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, notre activité s'appuie sur ces conclusions et cherchera à analyser les effets cumulatifs des émissions industrielles dans la région de Rouyn-Noranda. Plusieurs matrices naturelles seront analysées et elles nous donneront l'opportunité de mieux étudier la dynamique temporelle des émissions atmosphériques. De plus, le volet de la distribution spatiale sera bonifié en augmentant considérablement le nombre de stations et en utilisant des techniques de pointe de modélisation. Cette partie de la présentation sera faite par Nicolas. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, je vais m'attarder aux sédiments lacustres, puisque c'est ici que nous avons l'essentiel de nos résultats jusqu'à présent. Donc, l'automne dernier, en octobre, 4 lacs ont été carottés de manière à représenter des historiques différents. Ils sont localisés sur la carte à gauche. Donc, le lac Vaudrey, qui est en bleu, tout en bas, c'est essentiellement un lac qui est lié à la villégiature. Il est anormalement profond pour cette région. Il atteint plus de 20 mètres. Ensuite, nous passons au lac Ossisco, qui, lui, est situé en plein cœur de Rouyn-Noranda. Il a été victime d'abondants déversements municipaux et industriels à compter des années 1920. On remarque d'ailleurs une importante variation dans la densité des sédiments à 25 cm de profondeur, qu'on peut voir sur la carte des densités à gauche. Sur le graphique des densités à droite, excusez-moi, c'est tout croche. Il est également le seul à présenter un pH alcalin, tous les autres étant presque neutres, ouais, ou légèrement acides. Il y a le lac Waite qui est adjacent à la mine Vosée. Celle-ci a été abandonnée après une période d'activité très courte entre 1961 et 1965. Donc, la mine Vosée fait partie de la longue liste des mines orphelines pour lesquelles les travaux de restauration tardent à être faits. Il y a finalement le lac Chicovie, tout au nord, qui a été sélectionné en collaboration avec la communauté Anishinaabe de Picogan. Par sa position isolée de toute activité humaine notable, ce sera notre lac témoin. Prochaine diapo, s'il te plaît, Nicolas. Donc, le profil de quelques métaux abondants, puisqu'on va s'en tenir aux métaux abondants aujourd'hui. Donc, le profil de quelques métaux abondants dans nos 4 lacs est illustré ici. Toujours, la couleur des pastilles est associée à la courbe dans les différents graphiques. Donc, je présente le plomb, l'arsenic et le cuivre qui est tellement abondant qu'il doit être présenté en échelle logarithmique. Ce qu'on remarque, c'est dans la portion la plus profonde des carottes de sédiments, nous constatons que dans tous les cas, les valeurs de base sont assez semblables entre les lacs et sont inférieures aux valeurs des recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, pour la qualité des sédiments de lac. Ce sont les valeurs indiquées dans les boîtes rouges sous les graphiques. En remontant vers la surface, les concentrations augmentent de manière plus ou moins importante selon nos lacs,
sauf pour notre lac Shikobi, qui est notre lac témoin. Donc, les métaux illustrés ici ont été analysés après une gestion multi-acide. Une comparaison de différentes méthodes de préparation qui sera effectuée prochainement afin de déterminer quels sont les protocoles optimaux en fonction des éléments chimiques privilégiés. Donc, c'est préliminaire, le restant s'en vient. Donc, de manière à utiliser nos carottes de sédiments comme archives temporelles, une datation est nécessaire. Et ces datations préliminaires sont présentées ici. Donc, on observe que les lacs Vaudrey, Waite et Shikobi ont pu être datés à l'aide du modèle R-Plum. Le modèle R-Plum est un modèle plus réaliste qui est validé avec le pic de césium en 1963. Pour les 3 lacs, les 200 dernières années sont couvertes par les 20 cm supérieurs de carottes. Le lac Ossisco, qui fait exception ici, c'est le modèle CRS qui a dû être utilisé. Il est moins réaliste, mais c'est le sol qui colle bien avec le pic de césium 137. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, d'où viennent ces métaux? Avec les sédiments qui sont datés, il devient alors possible de déterminer la variabilité temporelle de la déposition des métaux. Je m'attarde ici au lac Vaudrey, pour lequel le modèle de datation nous semble particulièrement convaincant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a invité Jason Ahad à le sélectionner pour ses analyses de HAP associées au feu de forêt. Donc, à gauche, le profil de quelques métaux abondants, donc notre cadmium, plomb, cuivre et arsenic. Ils sont représentés pour les 2 derniers siècles. Les concentrations sont en X et les années sont en Y. Ils remplacent les profondeurs. Donc, de manière à uniformiser les unités, il y a un facteur d'enrichissement qui a été établi à partir tout simplement de la concentration moyenne avant 1860 de chacun des éléments. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les métaux deviennent de plus en plus abondants à partir du 20e siècle, avec des pics de cadmium et de plomb entre les années 1960 et 80. On va s'attarder au plomb, si vous voulez bien. Donc, dans le graphique du haut au centre, la courbe verte représente la concentration. Cette fois, les années ont été basculées en X et les concentrations en Y. Donc, la courbe bleue représente le flux de déposition. Le flux tenant compte à la fois de la concentration, de la densité et du taux d'accumulation des sédiments permet d'obtenir un historique de déposition probablement beaucoup plus juste. Donc, on constate que le taux de flux de déposition a drastiquement chuté dans les années 1980, étant à revenir à des concentrations originales, donc les concentrations de base. Si on se déplace dans le graphique en dessous, le flux est d'ailleurs comparé aux valeurs d'émissions de plomb de la fonderie Horn, qui est responsable d'une très grande part des émissions atmosphériques dans cette région d'Abitibi. La synchronicité de la chute des concentrations des années 80 est remarquable. Et finalement, le rapport isotopique 208-206 du plomb a été établi sur les mêmes échantillons de sédiments et il est illustré dans le graphique supérieur à droite. Et les rapports isotopiques sont illustrés avec la courbe en gris. On remarque que les valeurs précédentes 1925 sont associées au rapport isotopique de l'air urbain en Amérique du Nord. Ce plomb qui était émis lors de la combustion du charbon et de l'ajout du plomb dans l'essence qui a eu cours entre 1920 et 1990. Toujours dans le graphique, depuis 1925, les rapports isotopiques semblent plutôt associés aux minerais extraits en Abitibi. Ce plomb pourrait par conséquent avoir pour origine la fonderie Horn ou encore les importantes mines d'or situées au nord-est du lac Vaudrey. Donc, ces quelques résultats et leur interprétation restent préliminaires. Nous espérons approfondir notre compréhension de l'historique de déposition au cours des prochaines années. Une dernière diapo pour terminer avec les archives naturelles. Donc, dans les travaux à venir, on va analyser davantage les monolithes de tourbe et puis des épinettes assez âgées.
Et puis, on va pouvoir tirer avantage et on va ajouter plus de lacs afin de tirer avantage de la mixité des archives naturelles et de leur proximité géographique. Sur les matrices comme les tourbes et les tissus de bois, des tests qui vont tester différents protocoles de digestion afin de sélectionner les mieux adaptés aux métaux qui sont recherchés. Alors, je cède maintenant la parole à nous. OK, bonjour, je vais enchaîner. Donc, maintenant, je vais vous présenter la sous-activité portant sur la modélisation spatiale des métaux dans les sols. La première étape a été de réviser l'étude MAIT. Pour vous mettre en contexte, les points noirs sur la carte indiquent l'emplacement des stations d'échantillonnage du projet MAIT. Et les conclusions de leur projet montrent une décroissance spatiale des concentrations des métaux en fonction de la distance, telle qu'illustrée sur le graphique ici au centre. Le cercle en bleu sur la carte correspond à la zone de forte décroissance avec un rayon de 40 km autour de la fonderie. Pour notre étude, nous allons augmenter la densité de points dans cette zone d'échantillonnage à l'est de la fonderie et plus particulièrement dans la direction des vents dominants. Les nouvelles stations d'échantillonnage seront situées à l'intérieur du polygone noir et seront plus denses dans le cercle bleu. À l'automne dernier, nous avons mené une première campagne exploratoire, les points verts qui viennent de s'allumer. Ceci avait pour but d'ajuster notre méthodologie d'échantillonnage et d'analyse, notamment pour déterminer quelle méthode de digestion et d'analyse chimique assure une extraction efficace des métaux. La campagne de 2025, qui vient juste de débuter cette semaine, sera notre campagne principale. Donc, nous planifions visiter environ 150 sites, ce qui nous permettra de combler plusieurs lacunes identifiées dans l'étude MAIT, notamment en ce qui concerne la structure spatiale et l'incertitude de la distribution des métaux sur le territoire. L'objectif fondamental de l'étude MAIT était de construire une base de données solide pour interpréter la mobilité des métaux dans le sol. Cela dit, l'interprétation approfondie de ces données n'a pas réellement été poussée à l'époque. En révisant brièvement ces données, on se rend vite compte que leur exploitation est relativement complexe. Comme le montre le tableau ici, le nombre d'échantillons et les éléments analysés varient en fonction de plusieurs combinaisons, c'est-à-dire une combinaison de la méthode de digestion, de la méthode d'analyse chimique, la granulométrie, ainsi que l'horizon pédologique considéré. Malgré cette complexité, les données MAIT présentent un énorme potentiel pour des analyses approfondies. Pour mettre en perspective les résultats du projet MAIT, nous avons intégré à nos analyses les critères réglementaires spécifiques du Québec concernant les métaux lourds dans les sols. Ces critères sont divisés en 3 grandes catégories. Donc, les critères A, qui correspondent aux teneurs de fond, ils servent de référence pour évaluer si un sol présente une contamination au-delà du niveau naturel présent dans l'environnement. Le critère B s'applique à la protection des populations vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, qui sont plus sensibles aux effets des contaminations. Et le critère C concerne des usages plus spécifiques comme des terrains industriels où les valeurs limites sont plus élevées, supposant une exposition humaine moins fréquente ou moins directe. Passons maintenant à quelques exemples de résultats préliminaires d'analyse des données MAIT. Sur ce graphique, on illustre l'effet significatif des combinaisons décrites précédemment sur les concentrations en plomb. Donc, les combinaisons digestion, analyse, granulométrie, pédologie. Sur ces box plots, on remarque plusieurs tendances intéressantes. D'abord, les combinaisons avec l'horizon pédologique H, qui est l'humus, ici encerclé en rouge, présentent à la fois une variabilité statistique plus importante et des concentrations nettement plus élevées que les horizons B et C. Ensuite, on constate que la méthode d'extraction multi-acide tend à produire des concentrations globalement plus élevées avec une variabilité accrue. Dans certains cas, les concentrations dépassent largement le critère C, représenté ici par la ligne en rouge. Ces observations illustrent bien la complexité des différentes combinaisons et l'importance de bien comprendre les limites des résultats d'analyse. Ici, je vous présente une modélisation préliminaire de la distribution du plomb dans l'humus. Donc, c'est une modélisation de la dispersion spatiale.
Comme nous l'avons vu précédemment, la méthode multi-acide, de digestion multi-acide, permet une meilleure extraction du plomb. Donc, c'est ces données-là qui devraient être privilégiées pour ce type d'analyse. Cependant, les données du projet MAIT, il y avait seulement 23 stations qui disposent de résultats obtenus avec la méthode multi-acide, ce qui est insuffisant pour définir correctement quelconque structure spatiale. On a donc pris la décision d'inclure également les données provenant de d'autres méthodes de digestion, ce qui a permis d'augmenter le nombre total d'observations à 104. Évidemment, cela ajoute de l'incertitude aux résultats de modélisation. Ici, vous voyez le résultat de la modélisation qui est obtenu par crigeage ordinaire en supposant un variogramme omnidirectionnel, faute de données suffisantes pour caractériser l'anisotropie anticipée qui serait causée par les vents dominants. Les résultats montrent que les concentrations les plus élevées en plomb se situent clairement autour de la fonderie. Pour donner davantage de perspective à ces résultats, nous avons codé les concentrations en classes d'indicatrices en fonction des critères ABC présentés précédemment. Cela a permis de faire du crigeage d'indicatrices et d'estimer la probabilité d'excéder chacun des seuils réglementaires. Les résultats montrent que la probabilité de dépasser le critère A, qui représente la teneur de fond dans la région, est très élevée. Comme vous pouvez le constater, c'est presque 100% partout. La probabilité de dépasser le critère B, défini pour protéger les populations vulnérables, reste élevée autour de la fonderie. Et il en va de même pour le critère C, où les probabilités d'excès demeurent fortes sur une dizaine de kilomètres autour de la fonderie. La prochaine étape pour ce travail sera de raffiner et de valider ces résultats pour le plomb, mais également pour d'autres métaux. Donc, pour terminer, je vais vous présenter les résultats préliminaires issus de la campagne d'échantillonnage menée à l'automne dernier. Sur la carte, vous voyez la localisation de la fonderie représentée par le cercle en rouge, ainsi que 2 stations d'échantillonnage. Un site proche de la fonderie, à environ 3,8 km, le point orange, et un autre plus éloigné à 30 km, qui est le point bleu. À droite, les graphiques présentent les profils verticaux de la mobilité des métaux dans les sols minéraux pour 3 éléments, le plomb, le cuivre et le néodyme. Les couleurs des courbes correspondent à celles des sites. Et à noter que la profondeur de 0 sur ces profils correspond au sommet de l'horizon minéral, puisqu'on est toujours en attente des résultats pour l'humus. Les résultats pour le plomb et le cuivre montrent une diminution progressive des concentrations avec la profondeur dans le site proche de la fonderie, alors qu'à une distance de 30 km, les concentrations sont relativement faibles et constantes. Ce contraste suggère une accumulation anthropique des métaux dans les sols à proximité de la source d'émission, comme observé sur la modélisation. En revanche, pour le néodyme, les concentrations sont similaires dans les 2 profils, ce qui indiquerait une origine géogénique, donc naturelle, indépendante de l'influence de la fonderie. Donc, c'est terminé pour nous. C'est là qu'on en est rendu. Donc, c'est notre grosse année de terrain cette année. On devrait avoir beaucoup de données à vous présenter l'an prochain. Merci.